eu ces problèmes-là, c'est la faute de l'école. Donc déduction logique, c'est si l'école est le problème, elle est aussi la solution. L'éducation, c'est l'un de ces domaines où absolument tout le monde a un avis. On a cette possibilité de l'éducation populaire gratuite pour tous, 24 heures sur 24, permanente, qui est formidable, toute la science à portée de clic, mais est-ce qu'on s'en saisit correctement? Et pour moi, c'est aussi ça le rôle de l'école et des adultes. Puzzle, un podcast du service recherche de l'INSPE de l'Académie de Lille Hauts-de-France. Épisode 10, quand l'expérience devient science. La géographie se cache dans notre quotidien sans que nous y pensions. Dans nos trajets quotidiens, dans l'utilisation des cartes interactives et des applications de géolocalisation pour trouver notre chemin, dans la façon dont on vit au sein de notre quartier, dans nos voyages, dans nos choix de mobilité ou encore dans nos discussions sur les changements climatiques. Et oui, nous avons toutes et tous une expérience personnelle de la géographie. Nous avons vu dans l'épisode précédent tout l'intérêt d'une démarche d'enseignement de la géographie reposant sur cette expérience des élèves et l'importance de sa mise en récit pour les échanges oraux en classe. Cette démarche demande une approche différente et de nouvelles façons de faire pour l'enseignant. Alors, comment observe-t-on cette approche ? Quels résultats obtient-on ? Et comment peut-on les transposer en classe ? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode avec Sylvie Considère, maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches en didactique de la géographie au laboratoire CIREL au sein de l'équipe Théodile de l'Université de Lille et enseignante à l'INSPE de l'Académie de Lille Hauts-de-France sur le site de Villeneuve-d'Ascq. Bonjour Sylvie. Bonjour Mylène. Dans l'épisode précédent, nous avons évoqué la pertinence de travailler à partir des représentations et du vécu des élèves pour leur permettre de s'approprier la géographie. Comment est-ce que tu as construit ton protocole de recherche pour analyser ce qui se joue dans la mise en récit de la géographie ? Alors, je vais essayer de donner quelques indications du fameux protocole de recherche avec une précision. C'est que mes recherches en didactique de la géographie, depuis ma thèse, il y a longtemps, ont toujours focalisé sur les élèves. Donc mon entrée, c'est vraiment ce que les élèves font, ce qu'ils apprennent, etc. Par rapport à d'autres collègues qui vont s'intéresser à ce qui se passe dans la classe ou le geste professionnel. Moi, je suis vraiment dirigée sur les élèves. Bien sûr qu'il y a des enseignants et dont je tiens compte. Donc mes protocoles de travail, ils sont vraiment construits pour cet objectif-là. Alors, un protocole de travail, en recherche, ça commence par un cadre théorique, on en a parlé, les représentations des élèves, les autres didactiques, etc. Et puis les contenus en géographie. Mes hypothèses posent sur aussi les protocoles de collecte de données, autrement dit, les séances en classe qui vont permettre aux élèves de faire de la géographie. Alors, des hypothèses que je vais résumer ici. La première hypothèse, c'est l'oral en classe est une activité support d'apprentissage. Et comme toute hypothèse, on devrait pouvoir répondre oui ou non, ou peut-être, ou à quelles conditions. Deuxième hypothèse, les élèves ont des représentations, comme tout individu, qu'ils se sont forgés autour de leurs expériences variées du monde, et ils doivent en prendre conscience, savoir qu'ils les ont, les formuler, et ils doivent entendre celles des autres, et j'ai dit la dernière fois, pour faire groupe, pour faire un collectif qui échange sur un objet dont on sait tous, enfin tous les élèves savent de quoi il est composé. Autre hypothèse, ils doivent pouvoir identifier le sujet, l'explorer et le questionner. Cette hypothèse-là, elle renvoie à une géographie scolaire qui n'est pas tout à fait celle dont tout un chacun peut se souvenir. On a plutôt appris à répondre aux questions de l'enseignant. D'ailleurs, mes étudiants actuels qui viennent d'une géographie scolaire qu'ils ont vécue il y a quelques années, au cycle 4 et au lycée, ils sont formatés comme ça. Ils sont formatés pour répondre aux questions de l'enseignant. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait que les élèves se posent des questions sur le monde.
Et la dernière hypothèse, ils doivent pouvoir construire des caractéristiques d'un élément mis au thème, mis à l'étude, de ce qu'on va faire à l'école. Donc, j'ai dit la dernière fois qui s'accroche sur les programmes scolaires. Alors, comment fait-on une fois qu'on a ces hypothèses-là ? Il faut trouver un moyen de les tester. Et mon moyen, c'est de construire une séquence d'apprentissage. Alors on pourrait dire avec nos étudiants, je construis la PrEP de la séquence et la PrEP de chaque séance. Évidemment, je le fais avec l'enseignant avec qui je vais travailler, puisque les classes sont en général tenues par des enseignants, et je les remercie, tous ceux qui ont bien voulu m'accueillir dans leur classe, d'avoir pu tester mes protocoles. Donc on mène les séances, et donc on appelle ça tester. Alors tester, c'est faire vivre la séance, parce que les élèves, ils sont là pour être en classe, ils sont là pour apprendre dans une discipline au programme, donc je m'estime pas autorisée à leur faire perdre du temps et faire des choses qui ne leur serviraient pas dans le cadre scolaire. Et l'enseignant va mener les séances, et moi j'observe, je suis en fond de classe. Parfois, c'est moi qui prends les élèves, d'abord parce que j'aime bien, et puis ça me permet de tester rapidement les décisions qu'on prend, la réactivité qu'on peut avoir à une remarque de l'un d'entre eux. Et alors, je prends des notes ou j'enregistre. Voilà. Et alors, selon les moyens qu'on peut avoir. Et ensuite, on va, à l'issue de chaque séance, on échange avec l'enseignant. Donc, il y a une partie un peu réflexive où l'enseignant exprime ce qu'il a vécu, comment il l'a fait, parce que le protocole, il est construit ensemble, mais ce n'est pas tout à fait le sien. Et puis, on peut adapter les choses. Pourquoi il a fait ça comme ça et tout ça, c'est des données de recherche. Voilà, l'appropriation par l'enseignant de ce qu'il demande à faire à ses élèves. Ensuite, on a des données et il va falloir les analyser. Alors, les données qu'on a, elles sont très composites. On a des échanges langagiers, on a des résultats d'activité, des croquis, des choses qu'ils ont fait, des cartes annotées, des photographies annotées aussi, des questions qui sont posées par les élèves, les difficultés qui ont été émises par les élèves ou qui ont été repérées par l'enseignant. On a les traces écrites au tableau, avec le lien pourquoi ces traces-là écrites, c'est-à-dire choisies par l'enseignant, et puis les cahiers des élèves. Donc en fait, ça fait une masse de données assez, j'appelle ça composite, mais elles sont toutes dirigées vers l'apprentissage des élèves. Donc elles vont devoir être analysées en tant que telles. Alors analyser des données, j'ai envie de dire comme n'importe quel chercheur analyse ces données. On est, vous l'avez bien compris, dans une situation de recherche qualitative. Je ne peux pas avoir des quantités énormes d'élèves à la fois. Je vais travailler sur le repérage du sens, dans ce qu'ils disent, dans ce que j'ai noté, dans leurs questions, etc. Quel sens ils donnent à ça, et je vais repérer de quel contenu ils parlent, comment ils en parlent. Est-ce que je vois une évolution entre le langage quotidien du début, les premières formulations, et est-ce qu'au fil des échanges, au fil du temps, on avance vers une formulation mieux comprise, mieux maîtrisée. Et puis on a aussi des outils, alors on va dire d'évaluation, où on met les élèves en situation de mobiliser, pas restituer, mais mobiliser les savoirs acquis pour construire des réponses qui là pourraient être alors plus dans la tradition des séances et de l'évaluation, mais qui sont quand même un peu différentes. Enfin, on ne fait pas de texte à trous, on ne fait pas de restitution de définition apprise par cœur, enfin c'est pas ce genre de choses-là. Voilà, et on obtient des résultats. Alors les résultats, en lien avec les hypothèses, j'en arrive évidemment en fin de carrière à me dire oui, les représentations des élèves peuvent être mobilisées et oui, elles contiennent un matériau riche qui permet d'être un levier pour des apprentissages en géographie. Ces représentations exprimées par les élèves doivent faire l'objet de traitements, donc être traitées, prises en compte par l'enseignant au sens d'un matériau scolaire. Et ce traitement, au fil du temps, c'est la catégorisation.
Je citerai Britt-Marie Barthes, qui a écrit un ouvrage tout à fait intéressant sur la nature du savoir, où elle nous explique que catégoriser ses pensées. Et moi, je trouve ça extrêmement parlant. Et puis, les premières représentations des élèves et ces échanges langagiers, constituent des proto-notions qui sont des outils à utiliser pour aller vers des savoirs plus académiques. Voilà. Donc, en fait, mes résultats, ils sont là, au bout du compte, avec des protocoles de collecte de données dans des thèmes très variés. Je vous ai parlé de la ville en carton, on a l'agriculture bio ou pas bio, on a les usines fabriquent des objets dont on a besoin. Plus avant, c'était qu'est-ce que c'est que le paysage. Voilà. Et de façon concrète, justement, est-ce que tu peux nous décrire ta démarche et ce qui se passe lors de l'expérimentation d'une séquence pédagogique qui va utiliser la mise en récit de la géographie ? Alors, un exemple, parmi d'autres, qui est celui sur lequel j'avais travaillé avec Elisabeth Nounon, qui est ma collègue en didactique du français. Un exemple sur l'industrie. Alors, dans le programme, ça se décline au sens de permettre aux élèves de comprendre qu'on a des outils de production, on a de la transformation et de la consommation. Donc, une chaîne de transformation des produits. On peut les prendre dans plein de domaines. Les produits alimentaires peuvent être intéressants, mais possiblement d'autres, et comme on va le voir là maintenant. Alors, d'un côté, on a un concept qui est défini dans le cadre scientifique. C'est la base. On commence à prendre ça. Alors, ça s'exprime au sens de le système productif ne se réduit ni au matériel ni à l'économique. Il se définit comme l'ensemble des facteurs et des acteurs concourant à la production. Là, on a une formulation qui est particulièrement hermétique pour des élèves du cycle 3. Mais on va pouvoir commencer à entrer. En fait, c'est ça qu'on devrait arriver à leur faire comprendre. Alors, pas tout à fait au cycle 3, mais en tout cas au cycle 4. Et de l'autre, on va avoir une proto-notion obtenue par expression des premières représentations des élèves, catégorisation, qu'est-ce qui va avec quoi et comment on rassemble les choses. Et la proto-notion peut se construire sous forme d'une sorte de carte heuristique, où on mettrait au centre les usines, et puis autour, tout ce qui nous intéresse là-dessus. Donc les usines, selon les élèves, c'est des bâtiments. Ce sont des gens qui travaillent. Ils ne se représentent pas tout à fait ce qu'ils font. Des endroits. Une usine, c'est quelque part. C'est des produits et des fabrications. Alors là, ils ont une liste énorme de produits fabriqués par les usines. Il y a des machines et des pollutions. Voilà leur proto-notion. Et donc, il va falloir essayer, avec ça, d'avancer dans notre protocole de travail. Alors, pour cet exemple-là, je leur ai construit des petits textes qui racontent des petites histoires d'usines. Voilà. Alors, je vous en livre un que j'avais pris à l'époque dans les parages, dans la région. C'est la cristallerie d'Arques. Elle est située à Arques, dans le département 62, et c'est une verrerie. Voilà, ça c'est le titre. Et puis, on a quelques phrases qui disent « Cette très ancienne usine fabrique de la vaisselle en verre. Le verre s'obtient en faisant chauffer du sable, acheté en Belgique et aux Pays-Bas. Il faut énormément d'énergie, du gaz et de l'électricité. La cristallerie d'Arques fabrique de la vaisselle, des casseroles, des carafes en cristal, et les produits de la verrerie sont expédiés dans le monde entier. » Un texte qui peut sembler simple au regard d'un élève du cycle 3, mais qui comporte quand même quelques petits écueils ici ou là. Alors, dans un premier temps, on va demander aux élèves de lire le texte et de repérer les informations qu'ils donnent. De quelle usine parle-t-on ? Qu'est-ce qui entre dans l'usine et qu'est-ce qui en sort ? Facile, les élèves du cycle 3 entrent dans cette tâche avec bonne volonté. Il n'y a aucune difficulté annoncée, on va dire. Et donc, on va permettre aux élèves de s'exprimer sur ce petit texte-là. Une anecdote, j'avais travaillé avec une de mes étudiantes, avec qui j'avais demandé de faire ça. Elle m'avait dit, Sylvie, un seul texte, ils ne vont pas en avoir pour très longtemps, est-ce que tu pourrais m'en donner plusieurs ? Donc, on avait fait plusieurs textes qui racontent des petites histoires d'autres industries, et elle s'est rendue compte que quand on commence à demander aux élèves, alors, comment ça va se passer, cette fabrication du cristal d'Arques ?
eh ben, ils en ont pour 40 minutes. Et donc la séance a passé très vite avec un seul texte. Et du coup, elle m'a dit, mais alors les autres, c'est pas grave, on a appris un certain nombre de choses. Alors qu'est-ce qu'on apprend avec ce texte-là ? On a une verrerie installée en France, à Arques. C'est un lieu. Les élèves disaient des endroits. Comme voilà, avec un endroit. Qui utilise du sable. Alors du sable pour fabriquer du verre, mystère, qu'est-ce qu'on peut avoir à faire avec ça ? Et puis, le sable vient de Belgique et des Pays-Bas. 2 provenances qui vont être matérialisées au tableau en montrant que l'usine est là, située à un endroit, et puis il y a la Belgique et les Pays-Bas qui sont ailleurs et qui font venir du sable. Donc on a des flèches qui arrivent dans cette usine. Elle fabrique des verres, c'est des produits de fabrication, alors on peut ajouter des carafes en cristal, etc. Elle les expédie. Alors expédier des verres, pour les élèves, ça pose un problème d'emballage. Parce que les verres, ça casse. Et qu'il faut faire attention. Et donc, qui dit expédier des verres, dit usine qui va fabriquer des choses pour emballer les verres. Donc, du carton, par exemple. Et puis, il faut du transport, parce qu'on va dans le monde entier. Et donc, dans le monde entier, on fait des flèches, mais souvent, c'est des camions, mais ça peut être aussi des bateaux ou des avions, etc. Et donc là, on voit arriver, dans ce petit texte-là, des lieux et des échelles, des matières premières et des produits finis, des localisations et le service du transport qui est ici ou là, se greffe là-dessus le service des commandes, du paiement, etc., etc. Donc en fait, ce texte, il était en apparence très simple, et puis on se rend compte qu'il recèle plein de questionnements très variés. Alors je peux vous livrer des petits exemples d'échanges langagiers d'élèves que j'ai pris, là c'était des enregistrements. Mais pourquoi elle va chercher du sable en Belgique ? En Belgique, c'est peut-être de meilleure qualité. Ils ont fait baisser les prix. Peut-être qu'en Belgique, il y a d'autres règles et qu'on peut en prendre autant qu'on veut. Il y en a beaucoup aussi en Afrique, dans le désert. L'Afrique, c'est loin. Le sable, c'est peut-être pas à vendre. En Belgique et aux Pays-Bas, il y en a aussi, et c'est moins loin. Ce qui coûte le moins cher, c'est le camion. Mais peut-être que c'est pas le même sable. En Afrique, il y en a plus, mais en Belgique, c'est plus près. On peut en ramener plus en moins de temps. En Belgique, on peut y aller en bateau depuis Boulogne. Donc on voit des petits exemples. Alors on voit qu'ils ne se répondent pas forcément les uns aux autres, mais qu'il y a plein de choses qui sont évoquées. Les endroits, les nouveaux éléments qui viennent enrichir la proto-notion, la qualité, le prix, la réglementation, les transports. Plus tard, dans les échanges, on va voir arriver l'argent, acheter, vendre, des marchandises, les coûts de production, les commandes, les expéditions, les livraisons, les emballages, les magasins. Et là, avec mon petit texte, là, j'ai tout. J'ai les ressources, la transformation, les produits finis, la consommation des produits finis et le transport. Oui, le processus est quand même assez impressionnant. Et j'ai vu que tu as également travaillé sur la mise en récit de la géographie, mais cette fois via un support inattendu qui est celui des albums de jeunesse. Pourquoi et quel lien on peut faire avec le vécu des élèves et la géographie dans ce cas-là ? Alors, on a dit que les élèves qui construisent leur apprentissage du monde à partir de leur vécu. Le vécu, c'est complexe. C'est à la fois les expériences réelles qu'on a dans le monde, on vit, on touche, on respire, etc. Et puis il y a des expériences qu'on vit peut-être par procuration. Alors certains de mes collègues, je parlerai de David Bédouret à l'Université de Toulouse et INSP de Toulouse, qui parlent d'expérience vicariale. C'est un mot un peu complexe comme ça. Mais du coup, ça permet de montrer que nos représentations du monde, on peut, alors lui, il les appelle l'imaginaire, notre imaginaire du monde. Et je trouve ça assez intéressant de se dire que nos expériences vécues, mais tout ce qui nous touche, qui n'est pas directement vécu au sens de j'ai lu un album, un roman, j'ai regardé un film, un documentaire, etc., peut nourrir nos représentations du monde. Partant de là, on peut se dire qu'il y a des endroits où on a ces expériences dont les élèves sont particulièrement friands, qui s'appellent des albums de littérature de jeunesse. Ils en consomment un nombre impressionnant depuis qu'ils sont tout petits. Voilà. Et c'est un objet qui est intéressant au sens où il est manipulable, on le tient. C'est pas tout à fait comme une vidéo, par exemple. Et on peut s'arrêter, observer, regarder. Et les albums,
il restitue l'idée qu'un auteur se fait du monde. Et il me semble intéressant de travailler cette notion-là avec les élèves. Alors, je vais aller empiéter du côté de la didactique du français en me demandant qu'est-ce que c'est que lire et comprendre un texte. Comprendre un texte, c'est aussi savoir quelle est l'intention de l'auteur. Et dans les albums qui permettent de faire de la géographie, l'intention de l'auteur, il est d'installer des lieux et des acteurs qui y font des choses. Et là, on a tout ce qu'il nous faut pour faire de la géographie. Alors, les albums de littérature de jeunesse dont on se sert en géographie, ils sont inscrits dans des spatialités. Ils mettent en action leurs personnages dans des lieux et qui sont identifiables. Si on n'a aucune idée alors, non pas de où c'est, mais de ce que c'est. Ça ne va pas nous intéresser, mais on va pouvoir le faire comme ça. Et ces lieux-là sont identifiables, à la fois dans les illustrations et dans les indices du texte. Donc en fait, on permet aux élèves de comprendre un album de littérature de jeunesse en faisant du lien entre ce qu'on connaît du monde, ce que l'auteur en a restitué, quels sont les indices, quelles sont les inférences et comment les illustrations complètent ou pas, ou se juxtaposent avec le texte. Et donc, le travail de géographie, il participe de la compréhension du texte de littérature de jeunesse. On comprend au travers des 2 projets de recherche que tu as évoqués que ce que tu proposes est une sorte de pas de côté par rapport à l'enseignement traditionnel de la géographie. Qu'est-ce que cela implique ? Alors, je vais commencer par dire que ce n'est pas tout à fait un pas de côté. Quand on travaille de la manière que j'ai évoquée là, on redonne à la géographie une discipline, son lien avec une discipline scolaire qui est orientée plus vers savoir pourquoi que vers savoir que. Les études de cas, ça nous empile des savoirs qui sont tout à fait intéressants, mais qu'on n'apprend pas à mettre en lien avec le vécu ordinaire qu'on a chaque jour. Les études de cas, c'est loin. Mes étudiants me disent, au cycle 4, on se souvient avoir travaillé la mondialisation. Oh, c'était pas intéressant, madame. Je dis, mais vous n'avez pas l'impression de vivre dans un monde mondialisé ? Ouais, bof. Mais non, on vit dans un monde mondialisé. On consomme des objets culturels qui nous viennent d'ailleurs. Ils ont lu des mangas quand ils étaient ados, ils vont manger au McDo, ils ont sur le dos des vêtements qui ont parcouru la moitié du monde pour nous arriver là. Donc on est dans un monde mondialisé. Qu'ils me disent, eux, que ce qu'ils ont vécu à l'école sur la mondialisation ne les a pas intéressés, je trouve ça extraordinaire. Si on commençait nos séances sur la mondialisation en faisant la liste de tout ce qui nous est proche et qui est mondialisé, je pense qu'ils comprendraient pourquoi ça vaut la peine de le travailler. Donc, en fait, un pas de côté, oui, mais on redonne à la géographie, alors ce que Yves Lacoste nomme la dimension politique de la discipline, pas politicienne, mais faire de la géographie, c'est s'intéresser au monde dans lequel on est, c'est comprendre les choix qui sont faits pour nous, d'aménagement, de structure. Là, on a des agriculteurs qui sont dans la rue parce qu'il y a un traité. Qu'est-ce qu'on en comprend à ce traité ? On est bien dans de la géographie. Alors, la géographie et de l'économie, mais de la géographie. Alors, le pas de côté sur la préparation de la séance, peut-être. Est-ce que ça change quelque chose ? Non, ça ne change rien. On est obligé d'être sûr des contenus qu'on va travailler avec les élèves. Donc ça, on n'économise pas de temps. Est-ce qu'on va s'affranchir des documents ? Non, on va avoir des documents. Est-ce qu'on va s'affranchir des notions ? Non plus. On va simplement redonner une place centrale aux élèves dans les séances. Alors que pour l'instant, de mon point de vue, la place centrale, elle est acquise aux documents, au corpus documentaire. Mes étudiants en ont des souvenirs assez crispés de ces corpus documentaires. Donc en fait, la géographie devient une discipline qui construit des notions pour amener les individus à penser le monde. Je pense que c'est un beau projet. C'est un très beau projet. Merci beaucoup, Sylvie.
C'est fou comme cette nouvelle approche me donne envie de retourner sur les bancs de l'école pour me remettre à niveau en géographie, ce qui n'était à l'époque pas ma grande passion. Il est intéressant de voir comme le récit peut s'immiscer et grandement servir l'enseignement d'une multitude de disciplines. Je pense notamment aux épisodes 3 et 4 de la saison 2 avec Thomas de Vittori, qui utilise également le récit pour enseigner les mathématiques cette fois. Voilà un point entre mathématiques et géographie que nous n'avions pas attendu. Il ressort également l'importance de donner du sens et de faire du lien avec les expériences et représentations personnelles. Cela est valable pour les élèves, mais ça nous sert également à toutes et tous. Je pense ici aussi aux épisodes avec Célénie Brasselet, qui nous a expliqué les ressorts de la motivation et de l'engagement dans une tâche en début de saison 2 également. Faire du lien avec ce que l'on connaît, donner du sens, ça nous motive et ça nous engage. Voilà de quoi nous inspirer en cette fin d'année scolaire pour penser d'autres façons d'apprendre, d'autres approches de l'enseignement, tant dans le contenu que dans la posture, pour être capable de construire sur ce que nous donnent les élèves, de laisser la place aux histoires personnelles, tout en restant dans le cadre des apprentissages. On espère que cet épisode vous a plu et vous a intéressé. Vous pouvez retrouver l'ensemble des ressources sur le site internet de l'INSPE, rubrique recherche. Nous vous souhaitons de bonnes vacances estivales et vous donnons rendez-vous à la rentrée.